Bonsoir, merci d'être venu ce soir pour cette réunion. On a voulu, toujours dans la continuité de ce qui a pu être initié, l'Heureux dans 20 ans, les démarches participatives, le PLI, organiser cette réunion. Une réunion qui n'est pas obligatoire du point de vue de la procédure du plan local d'urbanisme intercommunal. D'ailleurs, je vérifie avec les services, mais on est une des seules communes de Rennes Métropole à faire cette deuxième réunion, en plus de celle qui avait été faite et qui fait partie du processus réglementaire qu'on avait pu faire en décembre. C'était un engagement, je pense, important de communiquer, de vous dire où on en est, de recueillir des avis qui pourront être pris en compte suivant leur pertinence. Donc, ce soir, on aura de multiples interventions, avec des élus multiples. Voilà, vous êtes 4, hein, déjà au moins à prendre la parole ce soir, c'est ça que je dis multiples. Donc des élus ou des services pour le côté plus technique. Puisqu'en fait, ce qu'on vous montre ce soir, c'est le résultat d'un travail en commun donc avec les élus, les services municipaux et les services de Rennes Métropole. Parce qu'on a le petit i de intercommunal. Et pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on est sur une logique métropolitaine et aussi donc de plan local d'urbanisme intercommunal, mais c'est bien sur l'impulsion municipale et sur des problématiques locales que sont écrits ce plan local d'urbanisme. On profite surtout de la technicité des services de Rennes Métropole. Bien entendu, il y a une cohérence territoriale. Au niveau de Rennes Métropole et même plus globalement du pays de Rennes, qui va un peu plus loin que Rennes Métropole, on a des engagements forts qu'on a pris collectivement, nous élus, nous équipes municipales en place, actuelles et passées, notamment des grands engagements sur la moindre consommation d'espaces agricoles. On est dans un département, et en particulier dans une métropole, qui reçoit sans cesse de nouveaux habitants. Au niveau du département, on est à peu près à 12 000 nouveaux habitants par an. On dit que globalement, la métropole, c'est à peu près la moitié. Voilà, enfin, en grosse règle. Donc vous voyez ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'on est un territoire dynamique. Et on a besoin de rester un territoire dynamique. Parce que on voit bien quand on prend des exemples, je ne citerai pas de nom, d'autres départements ou d'autres endroits en France où ils ont d'autres problématiques. C'est-à-dire qu'ils sont plus sur la perte d'habitants, la désertification parfois. On n'est pas dans cette problématique et ça nous donne aussi des capacités mais aussi des devoirs, parce qu'en fait on a un devoir aussi de bien accueillir, enfin en tout cas nous, équipe municipale et je pense plus globalement équipe métropolitaine, on souhaite toujours être dans cette dynamique d'une métropole accueillante et entreprenante. Donc on aura tout à l'heure, parce qu'en fait cette réunion ne vise pas à l'exhaustivité. D'ailleurs, c'est un peu ce soir le crayon levé. C'est pas le projet définitif. C'est un engagement de vous montrer où on en est. C'est donc des documents de travail, tout ce qui sera montré. On va particulièrement faire le zoom sur 4 secteurs d'évolution possibles. Et vous le verrez ce soir, on va beaucoup parler, plus que de technique pure, d'ambiance. Justement, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait rentrer, mais ça, ce sera la phase future, plutôt dans l'enquête publique, rentrer parcelle par parcelle, règlement par règlement, je dirais, derrière le point-virgule, qu'est-ce qui est écrit? Je pense qu'on n'est pas dans le format qui permette de le faire. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment vous exposer les grandes lignes, les grandes ambiances qu'on voit sur ce plan local d'urbanisme intercommunal. Voilà. Au point de vue planning, mais ça sera rappelé, je crois, mais bon, je vous dis globalement, la fin de notre contribution qui sera remontée à Rennes Métropole, c'est vers mi-juillet. Alors ça a un petit peu évolué, je crois que c'est fin juillet maintenant, c'est ça, c'est bien ça. On a eu le mail il y a quelques jours. Donc, ça vous donne une idée du planning avec du coup une mise à l'enquête publique pour les concitoyennes et les concitoyens au début 2019. Il y a des personnes publiques associées qui seront entre les deux.
que je n'oublie pas, et je pense que nous serons amenés. Il est important de rappeler que les règles du PLU, ça a pour objectif de permettre, et surtout pas de contraindre. Chacun reste propriétaire de sa parcelle. On le verra tout à l'heure, il y aura des possibilités d'évolution que certains et certaines prendront ou d'autres pas. On est vraiment dans cette problématique ou dans cette dynamique de permettre. Je pense qu'il faut bien le retenir quand on expose des règles. On le verra d'ailleurs, nous, en dehors des opérations d'aménagement programmées qui sont d'initiative municipale, la plupart des règles qu'on vous présente ne mèneront pas la municipalité à faire des projets. En fait, c'est plus laisser les propriétaires faire des projets et imaginer ce qu'ils peuvent faire, ce qui peut arriver. Mais on est quand même aussi, puisque nous sommes en responsabilité et on a le devoir de prévoir, de aussi être sur les grandes tendances de modification du logement. On est de moins en moins par foyer, c'est une statistique globale. On a aussi de plus en plus de problématiques de vie différentes. Voilà, dans vos familles, certains ont des enfants qui n'ont pas encore l'âge de partir, de s'émanciper, mais à un moment donné, ils auront besoin. On a des logements à prévoir aussi pour eux, pour une période de leur vie. On a aussi des aînés qui parfois n'ont plus besoin d'une grande maison, mais qui peuvent être restés attachés à cette maison. Donc on doit offrir aussi des possibilités. Peut-être, on le verra tout à l'heure, je fais un peu de près... J'introduis les sujets, mais on verra que sur certaines parcelles, on veut permettre la possibilité, sur les parcelles qui le permettent, bien entendu, sans obligation, de construire une deuxième maison ou une deuxième occupation en fond de parcelle, par exemple. Ça peut être des choses qui sont utiles pour certains ou pour certaines, ou pas. Voilà. Certains d'entre vous prendront cette possibilité, d'autres pas. Mais voilà, vraiment pour insister, on est dans le permettre, mais certainement pas obligé. Voilà. Je voulais vous remercier à nouveau d'être aussi nombreux. Vous arrivez au fur et à mesure. Il va rester plus que quelques places libres. Alors, on saura, je crois, accueillir encore les retardataires. Et puis, je nous souhaite collectivement un bon échange après donc, une période qui sera plus, une partie de la réunion qui sera plus une présentation de ces grandes organisations dont je vous ai parlé. Voilà, merci. Bonsoir à tous, à ceux que je n'ai pas salués individuellement. Donc moi je vais vous parler, vous faire un petit rappel de la démarche PLUI, même si M. Terre a déjà esquissé les réponses. On reparlera aussi de cette réunion publique du 14 décembre où plusieurs d'entre vous ont participé. Donc quel enseignement, qu'est-ce qu'on en a retiré, qu'est-ce qui a été intégré au PLUI de ce que vous avez pu nous dire ce soir-là, et ensuite on rentrera dans le vif du sujet en vous présentant, donc Mme Kyriakou vous présentera les grands principes de règlement, les spécificités et le zonage. Et puis ensuite on fera un zoom sur 4 secteurs où on propose qu'il y ait quelques évolutions sous réserve des principes donnés par Monsieur Boulou tout à l'heure. Donc, tout d'abord, le calendrier. Donc, on vous l'a dit, avant on avait un PLU, un plan local d'urbanisme communal. Depuis 2015, le PLUI doit être un projet métropolitain. Donc, depuis 2015, les services et les élus de la métropole travaillent sur ce projet métropolitain. Il y a eu une concertation métropolitaine à l'automne 2016. Parallèlement, avec les services de Rennes Métropole et les élus, nous avons commencé à travailler sur nos projets communaux. En octobre 2017, vous avez aussi pu participer à ce café citoyen sur le projet communal sur le marché, un samedi matin. Ensuite, au mois de décembre, on a eu une réunion publique sur le projet communal. En
Entre-temps, nous, on a continué à travailler sur le zonage et on arrive aujourd'hui donc à cette réunion publique de présentation du zonage. Ensuite, donc, monsieur le maire l'a dit, le crayon est encore levé, il faudra le poser fin juillet. Ensuite, Rennes Métropole compilera les productions des 43 communes. Et donc ce gros document sera mis à la consultation des personnes publiques associées pour une période de 3 mois. Donc ça démarrera sans doute à l'automne. Et ensuite, on passera à l'enquête publique. Et là, chacun d'entre nous pourra donner son avis en venant consulter les documents en mairie. Donc ce sera l'ensemble du document qui vous sera présenté. Donc je suppose que vous serez surtout intéressé par ce qui concerne la commune, mais tout le monde pourra mettre une petite note et donner son avis sur le sujet. Et ensuite, oui, je termine, l'approbation du PLUI devrait se faire à l'automne 2019. À Rennes Métropole, bien sûr. Donc, notre projet communal, donc effectivement, c'est à l'intérieur du PLUI, notre projet communal s'intègre dans le PLUI. Donc le document, il doit être rédigé. Il est accompagné de cartes et de schémas qui vous seront présentés tout à l'heure. Donc il exprime nos orientations d'aménagement et d'urbanisme sur le long terme. Là, on parle d'un objectif à 2030-2035. Il s'intéresse à toutes les thématiques qui concernent l'aménagement de la commune, c'est-à-dire bien sûr l'urbanisme, le patrimoine, mais aussi tout ce qui concerne les espaces naturels, les activités économiques, mais aussi la façon dont on se déplace sur le territoire, dont on se déplace en coordination avec ce qui se passe sur le reste de la métropole. Donc pour mémoire, le projet communal qu'on vous a déjà exposé s'oriente autour de 3 axes qui ont été choisis par les élus et à l'intérieur de notre PADD. Donc on a choisi d'accueillir en organisant le développement urbain. Donc là encore, on va parler d'urbanisme, on va parler de logement, on parle de centralité. Là, on parle de centre-bourg, secondaire, on parle d'activité, on parle d'emploi. On parle aussi de notre cadre paysager, de notre identité. Je pense que chacun de nous est attaché au cadre de notre commune avec ses 4 fleurs depuis 1989, mais on parle aussi de tout ce qui concerne le maintien de la culture, le patrimoine bâti, et on parle aussi de fédérer, de structurer le territoire. Donc là, on parle vraiment de mobilité, de mode actif de déplacement sur le territoire communal. Donc, je vous ai dit qu'on parlerait de la synthèse de la réunion publique du 14 décembre. Donc, qu'en a-t-on retiré? Eh bien, vous vous souvenez, vous avez pu travailler par groupe autour des légendes de ce plan qu'on vous avait donné, qui vous a permis d'amender cette carte et de faire vos propositions. Donc la concertation a fait que 55 remarques sur notre projet communal ont été formulées. 28, je trouve ça tombe bien, 28 étaient déjà présentes dans le projet tel qu'il était défini à ce moment-là. On en a ajouté 5, et maintenant vos propositions. Et puis 5 était déjà quelque chose qui existait sur la commune. Pour mémoire, le compte-rendu de cette réunion est toujours accessible sur le site internet de la ville. Donc, dans les remarques qui ont été retenues, pour l'axe accueillir en organisant le développement urbain, eh bien, vous aviez proposé de préserver l'offre de services et de commerce. Ma foi, c'était déjà quelque chose qu'on souhaitait, donc on l'a bien sûr gardé. Il a été question aussi de développer les landes latiniers comme centralité de quartier. Donc vous verrez dans les propositions qu'on fait que c'est quelque chose qu'on a bien regardé de près. Et puis, bien sûr, préserver l'équilibre entre espace naturel et extension de l'habitat individuel. Donc ça correspond bien à l'état d'esprit de notre projet. Concernant le cadre paysager et l'identité locale, il a été proposé donc de conférer une identité à chaque entrée de ville en lien avec l'histoire, le patrimoine, la culture locale.
il était aussi question de valoriser le port du Reux, la maison de Gaston-Bardet. Donc vous savez bien qu'on en a déjà parlé avec le projet autour de l'aménagement de la vallée de la Vilaine. Le port du Reux a toute sa place. On va dire qu'il y a une petite fête qui se prépare pour le début juin. Et puis il était question aussi de maintenir l'élevage sur le territoire. Et là je pense qu'on parle de l'éco-pâturage un petit peu partout dans la commune sur les surfaces vulnérables. Concernant tout ce qui concerne la mobilité, il était question de valoriser la gare de l'Ermitage, de faciliter l'accès, d'aménager un arrêt de bus auprès du cimetière parc pour permettre aux gens qui le fréquentent d'y accéder plus facilement, et puis de sécuriser tout ce qui est liaison cyclable vers Lausanne, Moigné-Chavagne, et ça aussi c'était quelque chose qu'on avait bien en tête. Donc je pense que là, je vais laisser la parole à une grande technicienne qui va vous exposer les grands principes du règlement, les définir, en donner les objectifs, et elle vous présentera ensuite les cartes, puisque le PLUI, il y a le règlement littéral et il y a 8 cartes qui déclinent notre PLUI. Alors, pour rappeler du coup la structure du PLUI, c'est donc un document qui sera composé de 5 grandes parties. La première partie qui est donc le rapport de présentation, qui est composé du diagnostic qui a été réalisé par la métropole. Le projet d'aménagement et de développement durable, ça en fait c'est le projet métropolitain dont on s'est inspiré pour faire notre projet communal, qui est intégré dans les orientations d'aménagement et de programmation, qui a fait l'objet en fait de la réunion publique du 14 décembre. Donc c'est vraiment sur ce troisième chapitre du PLUI sur lequel on a travaillé en décembre. Et donc désormais, il nous reste 2 éléments à voir. Donc le règlement graphique et littéral, c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, et les annexes sur lesquelles on ne s'étendra pas, mais qui sont importantes, parce que c'est des aspects aussi réglementaires de ces règles. Alors l'articulation entre l'OAP et le règlement, ça veut dire en fait entre le projet communal qu'on a vu en décembre et le règlement, c'est assez simple. L'OAP, c'est les intentions du projet. Par exemple, on peut décider que à proximité de la Vilaine, on décide de valoriser les espaces naturels. Et dans le règlement, on devient plus précis, c'est une règle. C'est-à-dire, pour traduire cette intention de préserver le cadre naturel des abords de la Vilaine, on va par exemple appliquer un zonage N naturel sur ces parcelles, et on pourra même renforcer les réglementations en ajoutant des prescriptions du type espace boisé classé ou voilà, d'autres types de protections pour encore plus marquer cette intention de préserver les espaces naturels. Donc l'articulation entre le projet communal et le règlement, c'est l'intention à la règle. Voilà, c'est la différence. En fait, c'est de plus en plus précis. La nouvelle structure du règlement, elle est issue en fait d'une dernière loi qui a modifié le code de l'urbanisme et qui est applicable depuis janvier 2016. Cette réglementation en fait a juste simplifié le code, ce qui est assez pratique pour nous. Désormais, la structure du règlement doit être organisée autour de 3 grandes parties, donc pour que ce soit un peu plus simple et plus accessible. Ces parties sont la destination des constructions, l'usage des sols et de la nature des activités, les caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères de chaque parcelle, et les équipements et les réseaux pour chacune de ces zones, chacune de ces parcelles. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le zonage, en fait, c'est une articulation entre un catalogue de règles, en fait c'est le règlement littéral, une liste de règles rédigées pour expliquer qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans ces zones, et un zonage graphique pour qu'on comprenne graphiquement comment se traduisent ces règles. Et le parti pris de la métropole, c'est de rédiger un règlement littéral assez succinct qui peut être applicable à toutes les communes de la métropole et que toutes les spécificités locales soient intégrées dans le règlement graphique. En fait, on va avoir désormais un règlement littéral plus léger que ce qu'on avait aujourd'hui et on va avoir plus de règles intégrées dans une cartographie qu'on va voir tout de suite.
Donc désormais, le zonage sera constitué de 8 plans, alors qu'actuellement, on n'avait que 2 plans en fait dans notre PLU, parce que la plupart de nos règles étaient rédigées dans notre règlement, donc il n'y avait pas besoin de tant indiquer sur les cartographies. Je vais vous lister du coup ces 8 plans et on va les étudier dans le détail juste après. Donc le plan de zonage, ça ne va pas vous changer, hein. Aujourd'hui on avait déjà un plan de zonage. Et du coup, on a donc des plans supplémentaires, le plan de coefficient de végétalisation, le plan des hauteurs, le plan du stationnement, le plan des périmètres des opérations d'aménagement programmées, le plan des nuisances, des risques et sécurité, le plan des nuisances air-bruit et les plans de détail par quartier. Les plans de détail par quartier, c'était déjà des plans qu'on avait dans notre PLU actuel. Alors, donc ça c'est le plan de zonage. Petit à petit, on va zoomer un peu plus, c'est normal que là, vous ne voyez pas si précisément. Le plan de zonage, en fait, il permet de définir les ambiances de chaque zone. La zone UA, c'est la zone du centre-bourg, et elle correspond en fait à une ambiance voilà, de centre avec des services, des commerces. Souvent, en fait, dans les zones UA, on peut avoir des bâtis qui sont mitoyens, qui sont à l'alignement des rues. Souvent, il y a aussi une articulation avec du bâti qui est plus moderne et patrimonial. Voilà, c'est vraiment issu de l'histoire. Ces centres-bourgs, voilà. Donc ça, c'est notre première zone et qui correspond au même zonage que la zone UA qu'on avait actuellement dans le PLU. La zone UB, c'est une zone dite de faubourg, donc spécifiquement autour de notre centre-bourg et autour des Landes d'Apigné. L'ambiance de cette zone, c'est une ambiance toujours de centralité, mais un petit peu moins centrale que l'hypercentre du centre-bourg. Voilà, on va en s'éloignant. Les deux zones UC2 et UD2B, il s'agit en fait de deux zones pour des collectifs. UC2, c'est du collectif qui est entouré par des espaces paysagers. Et UD2B, c'est pour des collectifs qui sont construits à l'alignement des rues avec des espaces paysagers plutôt à l'arrière. Voilà. Donc c'est juste la différence, mais en soi, c'est juste des ensembles collectifs. Les zones UE2C et UE2D, ce sont les zones d'habitat individuel pavillonnaire. Donc ça correspond en fait aux zones d'habitat individuel que nous avions déjà dans notre PLU actuel. Voilà, il n'y a pas de changement majeur. Les zones UG2 et UGN, c'était déjà des zones qu'on avait dans notre PLU actuel, et il s'agit en fait des zones dédiées aux équipements publics. UG2, c'est les équipements publics qui sont construits, comme les écoles, le collège, les équipements publics construits. Et UGN, c'est les équipements publics naturels. Donc voilà, donc, on ne peut pas y construire, mais ils sont d'intérêt général. Les deux zones UI1A et UI1D, oui, le vocabulaire est un petit peu technique, ça concerne les zones d'activité. La seule différence avec aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, on avait une seule zone consacrée aux zones d'activité. Désormais, on en aura deux. Voilà, c'est une spécificité que nous a demandé Rennes Métropole, mais ça ne va pas énormément changer notre zonage. Et enfin, les zones 1AU et 2AU. 1AU signifie à urbaniser à court terme et 2AU à urbaniser à long terme. Les zones 1AU que nous avons dans notre PLUI, donc c'est la Trémelière et la zone à proximité du golfe de la Frelonnière. Et les zones 2AU sont les abords de la route de Rennes, aux abords de la Barberaie et aux abords des Tablés du Reux au nord de l'Hubertière. Donc ça, c'était pour le plan de zonage. On va regarder plus précisément 4 secteurs où on va à nouveau vous remettre la carte du zonage et les autres plans. Là, c'est juste pour que vous puissiez avoir une vue globale des différents éléments qui vont constituer ce zonage. Le plan de coefficient de végétalisation. Ça, c'est le grand changement du PLUI. Désormais, pour savoir les possibilités de construction sur chacune de nos parcelles, il faudra faire une soustraction entre les zones obligatoirement végétalisées et du coup, ce qu'il reste, les zones que nous pouvons construire. J'ai pris juste un exemple. C'est une parcelle située à l'Ermitage pour que personne ne puisse reconnaître sa maison. Donc là, c'est une parcelle de 470 mètres carrés.
L'emprise bâtie est de 100 m². Les espaces libres sont 345 m² de surface éco-aménagée, en fait c'est de la pelouse, des espaces verts, et 25 m² de surface imperméabilisée. Là en l'occurrence c'est sûrement l'entrée du garage, la terrasse, voilà. Donc là on voit que 73% de cette parcelle est considérée comme végétalisée ou avec 73% de zones éco-aménagées. Il faut savoir que même les parcelles avec des espaces verts moins généreux pourront quand même bénéficier de circonstances atténuantes, disons. Ils pourront en fait bonifier leur pourcentage de végétalisation en ayant des pratiques plus qualitatives, c'est-à-dire végétaliser les haies, planter des arbres, conserver les arbres actuels de leur parcelle. Voilà. Par exemple, ils pourront aussi, au lieu d'imperméabiliser l'entrée de leur garage, avoir en fait une entrée perméable pour gagner des points en végétalisation. Mais tout ça, ce sera bien détaillé lorsque vous déposerez des demandes de permis de construire ou des modifications de permis de construire. Voilà. Le troisième plan, c'est le plan des hauteurs. Jusqu'à présent, les hauteurs étaient spécifiées dans le règlement littéral, c'était rédigé, hein, le nombre de mètres qu'on pouvait construire. Désormais, pour qu'on garde nos spécificités locales, les hauteurs seront donc sur un plan. Et donc, elles seront en fait indiquées comme telles. Donc, pour expliquer un peu mieux, R, ça veut dire rez-de-chaussée, 1, c'est le nombre d'étages, et C, c'est les combles, ou A, c'est les attiques. Voilà, donc par exemple, ici, on voit que sur la zone ici d'habitat individuel, le zonage en fait ne change pas en termes de hauteur. On pourra toujours construire des maisons avec un rez-de-chaussée, un étage et des combles. Par exemple ici, donc, il y a un collectif rue du Docteur Wagner où on voit qu'il y a donc un rez-de-chaussée, un premier étage et une attique. Voilà, donc c'est pour expliquer à quoi ça correspond. Et par exemple, certains collectifs pourront être équipés donc, de rez-de-chaussée, de 2 étages et d'un attique et d'une comble. Voilà. Donc ça, c'est les spécificités. Et les zones d'activité, on ne comptera pas en fait en premier étage, deuxième étage, parce que ça n'a pas de logique pour des bâtiments d'activité, mais on comptera en mètres, donc 15 mètres, 20 mètres maximum de construction pour les zones d'activité. Alors le plan des stationnements, jusqu'à présent donc, les stationnements étaient également indiqués dans le règlement libéral, mais désormais nous avons un plan. La métropole a choisi, pour des raisons d'équité, de réaliser en fait 5 grandes zones autour de la métropole, de façon à définir les règles de stationnement. Plus on est proche des transports en commun, moins on a besoin de stationnement, et plus on en est éloigné, plus on est obligé d'intégrer du stationnement sur notre parcelle. Du stationnement automobile et de roues également. Il y a 5 zones qui ont été définies. Nous, en fait, on est concerné par 2 zones, la zone numéro 4, la zone numéro 5. La zone numéro 4, c'est la zone du centre-bourg, où chacun devra construire 1,5 place de stationnement pour les logements classiques et une place de stationnement pour les logements sociaux. Et dans la zone 5, qui concerne en fait le reste de la commune, ce sera 2 stationnements pour les logements classiques et une place pour les logements sociaux. Alors, un petit exemple sur Moigné pour zoomer un petit peu et mieux comprendre. Donc là, on voit que Moigné est concerné par un zonage UE2C, c'est-à-dire de l'individuel pavillonnaire, comme c'était le cas aujourd'hui. Et l'équipement public de l'école et de la salle Brocéliande est concerné par une zone UG2, donc voilà, équipement public, pas de surprise. En termes de coefficient de végétalisation, à Moigné, il faudra respecter 50% de coefficient de végétalisation. On ne pourra pas construire plus les parcelles, à savoir qu'il y a déjà un plan d'exposition au bruit qui contraint quand même déjà les extensions. En termes de hauteur, donc c'est de l'habitat individuel, donc pas de surprise non plus, donc on ne pourra pas dépasser les rez-de-chaussée, premier étage, attique ou comble. Voilà. Donc on ne pourra pas dépasser ces niveaux-là.
Et donc c'est une zone éloignée des transports en commun, donc une obligation de construire deux stationnements par logement ou un stationnement au moins, oui, pour les logements sociaux. Alors, donc on arrive au plan des opérations d'aménagement programmées. Il s'agit en fait du plan qui indique les deux opérations en zonage 1 AU. Ça veut dire qu'ils seront urbanisés à court terme. On a la Trémolière, qui est non seulement en cours, mais oui, qui sera urbanisée du coup à court terme, et la zone à proximité du golfe de la Frelonnière, et qui fait l'objet d'une enquête publique qui a commencé aujourd'hui. C'est vrai que c'est le même calendrier. Voilà, et donc c'est notre prochain quartier d'extension urbaine. Rennes Métropole a également demandé que soit intégré dans les zonages un plan des nuisances, risques et sécurité pour la haute tension et la très haute tension. Donc voilà, c'est juste la cartographie des lignes à haute tension qui parcourent et qui traversent la commune. La contrainte que nous aurons par rapport à ces lignes à haute tension, c'est la construction d'équipements accueillant du public sensible, des écoles, des hôpitaux, des maisons de retraite. Il sera interdit en fait de construire ce type d'équipement dans les zonages concernés par la haute tension et la très haute tension. Même contrainte pour le plan des nuisances air-bruit. Donc c'est lié aux axes de circulation automobile. Dans ces zonages spécifiques, on ne pourra pas construire des équipements accueillants du public sensible, mais on pourra construire. Voilà. Ce n'est pas une contrainte si importante. Ce qu'il faut noter, c'est vrai qu'on ne voit pas le plan d'exposition au bruit lié à l'aéroport de Saint-Jacques. C'est parce qu'il sera intégré en fait dans l'annexe du PLUI et non pas dans ce plan. Ça, c'est un choix métropolitain. On n'a pas eu le choix d'intégrer ici le plan d'exposition au bruit. Et enfin, le dernier plan, c'est vrai que c'est assez long de présenter toutes ces cartographies, ça sera le plan de détail. Aujourd'hui, en fait, la plupart de vos quartiers étaient déjà dotés de plans de détail. Il nous permettait en fait de spécifier de manière très précise qu'est-ce qu'il était possible de faire en termes de clôture et en termes d'annexe. Donc par exemple ici, c'est un exemple d'un plan de détail du centre-bourg, à proximité du centre-ville, donc de la rue des Chênes et la rue Jean Châtel. Ici, donc, on demande par exemple que les clôtures donnant sur rue soient uniquement respectent en fait le mur bahut, donc avec un dessin qui explique ce que ça signifie. Voilà, pour homogénéifier l'aspect en fait de ces quartiers et conserver en fait l'aspect de ces quartiers, c'est aussi respecter les clôtures qui sont déjà intégrées. Et par exemple, il y avait aussi des spécificités sur les clôtures à l'intérieur des limites séparatives, ça veut dire entre deux parcelles. Ça, c'est vrai que ce n'est pas des clôtures qu'on voit de l'espace public, mais ça peut être qualitatif entre deux voisins, qu'il y ait une harmonie dans les clôtures. Et donc, pour ces plans de détail, on va reprendre les plans de détail existants, on ne va pas modifier en fait les spécificités qui avaient déjà été relevées dans les plans de détail jusqu'à présent. On va donc zoomer sur 4 secteurs pour être un peu plus précis dans les explications. Alors, ces secteurs, donc on va partir du centre-bourg. Donc, est-ce que vous pouvez mettre peut-être... oui, donc voilà, on va prendre l'esprit des évolutions en fait qu'on propose sur ces secteurs-là. Donc là, il s'agit, monsieur le maire l'a évoqué tout à l'heure, de partir d'un quartier, là en l'occurrence un quartier résidentiel avec une ambiance maison et jardin, parce qu'on vous a parlé d'ambiance, là on est sur des quartiers pavillonnaires, donc ambiance maison et jardin, et avec souvent des grandes parcelles. Donc l'idée c'est de permettre, tout en gardant l'ambiance côté rue, garder la même ambiance qu'actuellement, c'est-à-dire qu'à la limite quand on emprunte la rue, on ne verra pas forcément de changement, mais on permet de densifier sous certaines conditions les grandes parcelles en fond de parcelle. La contrainte pour cela sera de pouvoir avoir un accès depuis la rue à côté de la maison existante et de respecter un coefficient de végétalisation, ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, donc un certain pourcentage de végétalisation, c'est-à-dire qu'il faut que la parcelle soit suffisamment grande
Alors il y a deux possibilités, voilà, je vous les expose parce qu'elles sont là sur le schéma. Soit individuellement, chacun se dit tiens, pourquoi pas sur ma parcelle, j'utilise pas beaucoup mon jardin, j'ai besoin par exemple, de faire l'isolation de ma maison, il faudrait quelques fonds et je n'utilise pas le fond de mon jardin. Donc, est-ce que c'est possible? Donc, pour cela, il faut pouvoir entrer sur le côté de la maison, il faut au moins 3 mètres et voir si donc ça peut se faire, chacun peut en décider s'il le souhaite de faire cette densification sur sa propre parcelle, ou alors on pourrait imaginer que l'ensemble d'un quartier se mette d'accord, sans doute un peu moins probable, et créer un accès en fond de parcelle, enfin, quand on a vous voyez, c'est le schéma de droite, vous avez à droite pour nous, et réalise donc un accès par l'arrière, hein, c'est ça le genre, je ne me trompe pas. Voilà, donc ça supposerait d'être plusieurs à se mettre d'accord sur la chose. Bon, sur la diapositive suivante, je vais vous montrer en fait le quartier qui serait concerné. Et ça ne veut pas dire que c'est possible que chaque parcelle serait tout ce secteur pavillonnaire des années 60 à 80, on va dire. Donc on est bien sur de l'habitat individuel qu'on considère densifiable, et avec un respect de 50% de surface éco-aménagée, avec une construction possible, hein, on dit bien possible, ça ne veut pas dire que c'est une obligation, c'est une possibilité qui sera offerte par le PLUI, avec une hauteur qui est en gros la même de celle qui existe dans les maisons actuelles, puisque ce serait R+1 plus comble ou attique. Voilà, c'est tout. Je passe la parole à Monsieur Latreille pour les langues des professeurs. Merci. Donc un zoom sur le quartier des Monts d'Épinay, que je connais un peu puisque j'y habite. Donc en fait, voilà, aujourd'hui on voit bien les particularités de ce quartier-là, puisqu'il est évidemment près de la zone industrielle, donc il a une certaine connotation. Donc, en appui avec le nouveau PLUI, on souhaite redonner les possibilités de modernisation, on va dire, hein, sur ce quartier, en matière de centralité de quartier, comme ça a été expliqué au début, favoriser donc création d'espaces verts, etc., densification au taux d'arrêt national avec des petits collectifs, des commerces, etc., etc. Et il existe aujourd'hui des bâtiments à vocation commerciale, industrielle, dont l'avenir n'est pas écrit dans le marbre. Donner la possibilité sur ces secteurs-là de pouvoir mettre en place de l'habitat, etc., qui permettrait de redonner, c'est ce qu'on souhaite vraiment, redonner à ce quartier des Landes, donc qui irait en gros, si vous voulez, autour de le long de la RD 224, donc l'ancienne RN, la rue nationale, donc du Pont d'Avoine jusqu'à à peu près la rue des Pins, comme c'est décrit sur les schémas. Donc une zone UBE dite de faubourg. On souhaite également redonner une nouvelle vie à ce quartier en faisant des travaux, susciter des travaux pour que la circulation automobile soit moins dense, moins dangereuse, on va dire, et pour redonner vraiment là aussi à ce quartier un esprit beaucoup plus tranquille. Voilà, c'est un petit peu, bon, oui, bien les schémas, les légendes qui vont avec. C'est un projet auquel, je sais que beaucoup de gens des Landes d'Épinay sont sensibles au développement de ce secteur-là. La zone industrielle, de son côté, a les possibilités, je pars surtout en termes de transport, de circulation automobile, les camions principalement, ont la possibilité de faire leur travail en toute quiétude pour ce qui les concerne, et en toute quiétude également pour les habitants des Landes, sachant que nous avons la deuxième ceinture donc vers l'ouest et la RN24 à proximité. Les infrastructures
routières sont là pour répondre à cette question-là. Bon, eh bien, on est, voilà un zoom sur un secteur que l'on souhaite, et que je souhaite personnellement, si j'ose le dire, voir évoluer dans un sens de, si vous voulez, d'apaisement et que ce quartier retrouve un avenir, enfin une dynamique tout autre de tranquillité et qui gagne un véritable, comment dirais-je, un véritable nom de faubourg, voilà, et qui ne soit plus aujourd'hui un petit peu coincé dans un secteur industriel qu'on doit évidemment préserver, mais qu'on souhaiterait voir se déplacer, sachant que nous avons quelques hectares sur l'ouest de la commune qui le permettent. Donc en bas, donc les possibilités qui sont offertes qui seraient offertes par le nouveau PLUI, donc c'est la déconstruction qui irait jusqu'à R+2 plus Attic-Cocon. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce secteur-là. Alors, le troisième secteur sur lequel on a apporté une attention toute particulière concerne la zone, pour faire technique, UP2 du centre-bourg. Donc, pour situer, c'est le secteur pour lequel vous avez vu tout à l'heure des découpages autour des bois de Dr Wagner, Avenue des Sports et Brassens. L'idée sur ce secteur, c'est d'affirmer le caractère central aux abords du centre-bourg. Alors donc sur ce secteur, y compris sur ces bois, donc on a la présence d'un certain nombre d'équipements, de commerces et de services dont on a l'objectif de conforter. Et puis on a aussi la proximité immédiate des transports en commun, donc qui donne une certaine attractivité à ce secteur, donc proximité immédiate du centre-bourg. Le deuxième axe sur lequel on a statué et donc pris conforter notre analyse était d'avoir un certain volume d'espaces verts, donc de conserver des espaces verts avec un coefficient de végétalisation important. Je rappelle qu'on est en centre-ville, mais pour autant, on veut garantir la qualité de notre espace public et la qualité également des espaces verts, y compris sur le domaine privé. Et puis le troisième axe de réflexion était de permettre une certaine densification aux abords du centre-ville, avec la possibilité d'y implanter des petits collectifs. Alors, tout ceci en y conservant l'ambiance actuelle. Donc il ne s'agit pas de changer complètement l'ambiance de ces rues. On a des rues qui sont relativement hétérogènes et l'objectif est plutôt d'harmoniser l'ensemble de ce secteur en termes d'implantation. Donc les zones UB2 donc, du centre-bourg sont appelées faubourg ici, concernent donc 4 petits sous-secteurs, un premier autour de la médiathèque, un autre qui se situe entre la maison des personnes âgées et puis l'école Sainte-Marie, la troisième qui démarre rue Jean Châtel au niveau d'une banque et qui se terminerait avant la place des Boulots, qui est préservé, et puis un quatrième petit secteur qui concerne 4 parcelles pavillonnaires qui se situent à proximité immédiate de la salle Mariette Nanceau et donc des espaces, des équipements de sport. Donc sur ces 4 secteurs, on a eu un coefficient de végétalisation qui est choisi à hauteur de 30% de surface éco-aménagée, ce qui reste relativement conséquent pour du centre-ville, et une proposition d'évolution en termes d'auteur qui reste malgré tout très limitée, puisqu'on serait sur du R+2 plus Attic ou comble, donc ce qui correspond à ce qui est déjà implanté sur certaines parcelles. On a déjà des immeubles de ce niveau-là dans ce secteur, et pour d'autres parcelles, la possibilité de joindre un étage supplémentaire. Merci, donc moi je vais continuer avec la dernière illustration de la présentation, avec des secteurs qui sont peu nombreux sur la commune. C'est
le nom de code étant 2AU. Et là, on va prendre l'exemple de la rue de Rennes. Donc l'autre secteur est, pour ceux qui connaissent bien, ça se situe à peu près derrière l'endroit où sont basés les tablés. Mais c'est sur la carte, c'est tout à fait visible. Donc l'objectif dans ce secteur, c'est de continuer, dans le même esprit que ce qui a été présenté sur les Landes d'Apigné, de continuer à donner une ambiance de ville sur ce qui est pas encore l'entrée de ville, mais qui s'en rapproche, donc sur la rue de Rennes, à l'endroit de la Barberaie. Donc là, on serait sur un coefficient de végétalisation sur ces deux parcelles là, qui entourent la Barberaie de 50%. On reste vraiment sur une approche très verte, et tout en permettant aussi de densifier avec une combinaison possible de petits collectifs, de maisons individuelles, sachant que là on est sur non pas des programmes d'urbanisation connus, comme la Trémelière par exemple, mais à un horizon beaucoup plus lointain. Ça laisse une possibilité de poursuivre l'aménagement sur ce secteur, qui va aussi faire l'objet d'une rénovation de la rue de Rennes dans les prochains temps. Donc si on rentre un petit peu plus là aussi dans le détail, donc on va peut-être parler déjà de la zone qui est enserrée par les deux petites zones de AU. Donc là, elle va rester grosso modo avec la même ambiance, enfin pas grosso modo, avec la même ambiance que celle actuelle. Là où les possibilités pourraient être offertes, c'est donc de chaque côté de la Barberaie. Donc zone à urbaniser, mais comme je disais tout à l'heure, sans projet précis. C'est une possibilité pour le futur. Le PLUI va nous emmener à peu près jusqu'à 2035. Il faut prévoir, toujours dans cette approche de densification et de donner un espace urbain à l'ensemble de la ville, des possibilités de construction. Sur ce secteur, coefficient de végétalisation, je l'évoquais tout à l'heure, on reste en entrée de ville, on reste dans une approche qui est très nature, déjà sur la droite puisqu'il y a une ferme. On sera donc sur 50% de surface éco-aménagée. Et en termes de hauteur, là on sera sur une approche qui est tout à fait similaire à ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire rez-de-chaussée, plus un étage, plus comble ou attique. Donc des hauteurs, on va dire, tout à fait en harmonie et homogène avec ce qui est existant actuellement. Donc voilà la dernière zone présentée de façon à terminer les illustrations sur les différents secteurs dont je ne reprendrai pas tous les noms de code puisque finalement c'est bien plus intéressant de parler par carte pour voir où ça se situe. Je vous rends le micro.